Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais vraiment m'excuser d'abord pour ce retard. Ce n'était pas du tout planifié, mais c'est des situations qui arrivent. Donc, c'est pour celles qui peuvent rester peut-être un peu plus tard après l'heure qui a été estimée, ça me ferait un plaisir de rester, de vous accompagner. Donc, n'ayez aucun problème à ce sujet-là. Vous n'allez pas perdre les informations qui vont être présentées aujourd'hui. Donc, c'est toujours quelque chose qui est important pour moi. Je vais donc présenter mon écran dans une seconde. Screen, parfait. Vous voyez bien mon écran qui s'affiche? Oui, Parfait. Bon, ça me fait plaisir. Donc, oui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus à cet atelier sur le développement de partenariats communautaires grâce au digital. Donc, c'est une activité que je fais en partenariat avec le Paro Center. Donc, Sandra qui a bien présenté l'organisation et qui vous a bien entertain le temps que je n'étais pas forcément là. Donc, l'ensemble des informations qui sont présentées ici, c'est vraiment, on va essayer d'être extensif et d'expliquer le plus d'informations possible. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Donc, comme vous le savez déjà, je m'appelle Diana Oumbe. Qui suis-je? Récemment, j'ai été élue parmi les 100 femmes noires à suivre au Canada by the Canadian International Black Women of Excellence. Mais je suis aussi la directrice générale de l'agence Christelle, qui est une agence de marketing digital qui se spécialise dans la construction et le développement de l'image de marque des OBNL et PME francophones en milieu minoritaire. Je sais, c'est très long, vous n'êtes pas obligé de retenir. Et je suis aussi coordonnatrice de la communication et du marketing pour la chaîne de télévision CEPAC. Et le plus important, c'est que je suis votre formatrice pour la journée. Donc, n'hésitez à aucun moment de répondre, de discuter avec moi et d'échanger. Ça me ferait toujours plaisir. Donc, sans plus tarder, rentrons un petit peu dans le vif du sujet et voyons un petit peu le plan de cette rencontre. Pour être effectif et que pour connaître un petit peu les attentes et à quoi espérer avoir et discuter aujourd'hui, on va se structurer autour de 6 points principaux. Premièrement, on va faire une petite analyse de la situation qui est de vous donner quelques statistiques que je pense qui sont très intéressantes lorsqu'on parle de partenariat interprovincial ou partenariat entre entreprises, pour essayer un peu de vous dresser le portrait et peut-être même les avantages à la construction de liens entre entreprises qui viennent soit d'autres régions ou même juste de la même ville et qui veulent coopérer, surtout sur le plan économique. Par la suite, on va parler un petit peu de pourquoi ça serait intéressant de aller chercher un petit peu ces entreprises grâce aux réseaux sociaux. Donc, dans le cadre de cette présentation-ci, vu que le digital est assez vaste, j'ai décidé de me recentrer un petit peu sur le développement de partenariats communautaires, mais vraiment dans le cadre des réseaux sociaux, sur comment aller communiquer, comment aller échanger. Les gens s'imaginent tous les jours que grâce au DM, on a une sorte de forme de démocratisation de cette communication-là. Oui, mais on sait aussi que les gens ne regardent pas leurs DM. Les gens ne sont pas forcément intéressés à voir comment interagir et connecter comme ça. Donc, on va essayer de voir ensemble comment créer une collaboration effective vraiment de l'idée à la recherche du partenaire idéal en passant par l'étape de la fiche de collaboration à aussi comment on va essayer de créer une collaboration effective. Donc, c'est l'ensemble des étapes et on va essayer de terminer, si on a le temps, par une petite étude de cas que j'ai trouvée bien intéressante de deux entreprises locales qui ont collaboré et qui a eu beaucoup de succès et qui continuent à avoir du succès. La collaboration s'est étendue sur un certain nombre d'années. Je pense qu'elle s'est arrêtée seulement l'année dernière et on va essayer d'analyser ça au travers des stratégies, des techniques qu'ils ont mises en place et peut-être même faire une petite étude critique de leur stratégie de communication qu'ils ont utilisée pour parler de ce partenariat-là. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Si je suis trop rapide, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de regarder le chat et je reviendrai au maximum sur l'ensemble de vos questions, généralement peut-être à la fin de la présentation. Mais si vous voyez qu'on a terminé une partie et que vous voudriez revenir sur des points clés, n'hésitez pas à m'écrire ou à me faire savoir quelque chose. Donc, commençons par une petite analyse de la situation. Selon en fait le rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, juste entre le Québec et l'Ontario, il y a un gros couloir économique en fait pour les petites et moyennes entreprises. Ici, vraiment, le renforcement des liens stratégiques et la réduction des obstacles
des obstacles de commerce permettra à peu près 215 000 petites PME en Ontario et au Québec d'augmenter un petit peu leur croissance de développement. Et là, ici, c'est vraiment dans le cadre, par exemple, d'une collaboration interprovinciale. Mais vous, peut-être en tant que jeune entrepreneur, votre collaboration peut être faite à l'échelle locale. Mais ces statistiques-là sont quand même bien intéressantes à savoir, surtout qu'on est quand même dans des entreprises francophones et le marché québécois est un marché francophone assez de proximité que vous pourriez avoir. Donc, ici, en termes de statistiques, le rapport relève qu'à peu près 22% des PME en Ontario et 39% des PME du Québec achètent ou vendent des biens et des services entre les autres provinces. Donc, par exemple, si vous faites vous commencez votre entreprise du côté de l'Ontario, il serait peut-être aussi intéressant d'aller voir du côté du marché québécois, des entreprises québécoises, pour essayer vraiment de créer ce lien entre les entreprises pour voir comment toucher une plus grande audience. Quand même 39% des PME au Québec prouvent que le fait de sortir de la province bénéficie plus un petit peu aux Québécois, peut-être qu'à nous, Ontariens, mais ça reste aussi un marché assez intéressant à voir. Toujours dans les statistiques, le rapport relevait que à peu près 12% des entreprises en Ontario et 15% des entreprises au Québec, leurs revenus provenaient principalement du commerce interprovincial. Ce qui veut dire quand même que ça reste une part de marché assez intéressante à aller voir et à aller explorer pour développer votre capital. Donc, lorsqu'on a ce petit rapport et cette petite explication de la situation, on se rend compte que la collaboration interprovinciale est plus qu'une nécessité pour le développement des entreprises. Et si vous êtes un jeune entrepreneur, l'avantage de vous associer à des entreprises peut-être un peu plus grandes ou qui ont une visibilité légèrement au-dessus de la vôtre, c'est que vous pouvez capitaliser déjà sur l'audience de l'autre compagnie, leur faire découvrir un petit peu la variété des services que vous proposez, mais aussi l'un comme l'autre, vous pouvez faire des échanges de bonnes pratiques, de bonnes techniques et de bonnes technologies. Donc, on se rend compte qu'il y a totalement un avantage dessus. Mais là, je vous ai donné des avantages globaux. Et si on rentrait un petit peu dans arrive sur la sphère numérique et particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, on ne saurait trop parler de à quel point les réseaux sociaux ont beaucoup été utiles pour les entrepreneurs. Et dans la série d'ateliers qu'on a évoqués depuis le début d'année, on essaye tous un petit peu ensemble de passer au travers des différents avantages sous différents angles. Mais juste dans le cadre de la collaboration, les réseaux sociaux permettent non seulement de faciliter la communication, parce qu'ils permettent ici d'échanger instantanément avec des entreprises qui pourraient peut-être être difficiles d'accès pour vous, soit parce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui travaille dans leur département, partenariat, développement et autres, ou encore tout simplement parce que peut-être que vous n'en avez pas une idée et que vous êtes exposé à leur contenu ou à leur service au travers de leur plateforme sociale. Donc ici, vous pouvez facilement entrer en contact avec des entreprises potentielles, discuter de propositions de partenariat, échanger des idées et tout cela, qu'importe la distance qui vous sépare. C'est-à-dire, vous pouvez vous trouver en Ontario et décider de faire affaire avec une entreprise du Nouveau-Brunswick et les avantages sont là. On peut continuer avec, par exemple, un ciblage précis parce que ici, vous pouvez vraiment sectionner une section de marché qui peut être vraiment intéressante pour vous ou que vous souhaiteriez développer au vu de vos statistiques. Peut-être que si vous êtes dans le e-commerce, vous voyez que moi, j'ai peut-être beaucoup de clients en France. Donc, en vous rapprochant peut-être d'entreprises françaises, ça vous expose en fait déjà à cet écosystème-là. Ils ont les codes de l'industrie et vous n'avez pas affaire à une nouvelle étude de marché pour savoir, OK, c'est quoi les modes de communication, quelles sont les terminologies. L'entreprise qui se trouve peut-être déjà sur le territoire français vous apporte cette expertise-là sur la table et vous permet en fait d'avoir accès à une audience cible précise et qui a déjà toutes les données mises à votre disposition. On peut continuer avec l'amélioration de la visibilité, l'échange de contenu qui permet vraiment de rendre vos plateformes beaucoup plus actives ou encore le suivi des performances. Mais je ne vais pas forcément m'attaquer dessus parce que je pense qu'il y a de très beaux avantages à utiliser les réseaux sociaux pour le partenariat communautaire. Je crois qu'on est un petit peu toutes et tous là pour voir un petit peu comment engendrer et débuter cette collaboration. Donc, avant de parler de collaboration à proprement parler, il faut d'abord de déterminer clairement qu'est-ce que je vais chercher.
pourquoi j'ai besoin de contacter cette entreprise X ou Y. Donc, ça va passer par la première étape qui est de définir vos objectifs. Donc, ici, si vous souhaitez collaborer, vous devez déterminer un petit peu c'est quoi les objectifs de ce partenariat. Est-ce que vous souhaitez faire un échange de visibilité avec cette entreprise cible? Est-ce que vous souhaitez collaborer dans le cadre d'une campagne spécifique? Quelles sont les attentes de chacune des parties prenantes? Parce que oui, vous allez venir sur la table avec une proposition de valeur en disant, OK, voilà ce que moi je veux, mais aussi il faut déjà un peu penser, ça peut être quoi les avantages d'une entreprise qui est peut-être plus grande que vous, qui a plus de visibilité? Quel est en fait son bénéfice à faire affaire avec vous? Et c'est à vous vraiment dans cet aspect des objectifs à déterminer un petit peu c'est quoi moi je peux lui apporter et le faire ressortir dans votre proposition de valeur que vous allez lui faire. Ici, c'est vraiment de déterminer vos objectifs vous permet aussi d'identifier le type d'entreprise à contacter. Si vous savez quel type de collaboration vous souhaitez avoir, quel par exemple marché que vous essayez de toucher, quelle campagne vous essayez de définir, maintenant pour vous, ça va peut-être être je vais un peu mieux cibler les entreprises. Un exemple concret pourrait être ceci. Si vous souhaitez étendre un petit peu sur le marché francophone du côté du Québec, OK, ça peut être intéressant. Maintenant, toutes les entreprises québécoises ne se valent pas, même si elles sont dans votre même secteur d'activité. C'est à vous d'aller voir et de vous dire, OK, peut-être que j'essaie un petit peu de parler facilement dans le milieu du commerce. Est-ce que je peux aller voir un point zéro? Peut-être que au stade où vous êtes en entrepreneuriat, vous rapprocher d'un point zéro n'est pas intéressant pour vous. De par la nature de votre entreprise, de peut-être par la visibilité. Peut-être que point zéro pour l'instant n'est pas encore assez facile d'accès pour vous. Mais peut-être aller voir une entreprise peut-être un petit peu en dessous, mais qui fait dans la même qualité de produit, ça peut être intéressant. Et c'est seulement lorsque vous connaissez vos objectifs et que vous définissez clairement ce que vous voulez que vous pourrez le savoir. Par la suite, c'est d'identifier les critères de sélection. Sachez que quand vous allez contacter une entreprise, vous faites aussi votre propre shopping. Vous donnez un petit peu de valeur, à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite atteindre. Donc, maintenant que je connais mes objectifs, je vais déterminer c'est quoi mes critères de sélection pour choisir la bonne entreprise pour votre collaboration. Ici, ces critères peuvent inclure aussi bien la localisation géographique. Ici, on parle de cibler des entreprises qui opèrent peut-être dans le milieu minoritaire au Canada, si c'est quelque chose que vous voulez. Et lorsqu'on parle du milieu minoritaire au Canada, sachez qu'il est assez vaste. Est-ce que vous voulez faire affaire avec des Franco-Manitobains? Est-ce que vous voulez faire affaire avec des Acadiens? Est-ce que vous voulez toucher un marché, par exemple, j'invente encore québécois? Est-ce que vous voulez rester dans le marché ontarien? Et même dans le marché ontarien, le nord de l'Ontario, le sud et l'est n'ont pas les mêmes réalités économiques, sociales et même lorsqu'on parle de la population, quel est vraiment le ciblage que vous souhaitez faire et quels sont en fait les acteurs économiques dans cette zone qui font bouger, peut-être pas forcément par la taille de l'entreprise, mais peut-être par l'engagement que la marque obtient auprès de sa clientèle cible. Vous pouvez aussi faire un critère de sélection par rapport au secteur d'activité. Ici, c'est vraiment sélectionner des domaines qui sont pertinents pour vos objectifs. On revient encore un petit peu au cercle de définir c'est quoi que je veux dès le départ. Vous pouvez aussi faire des critères de sélection par rapport à la taille de l'entreprise. Est-ce que vous voulez parler aux petites et moyennes entreprises qui, ici, ça peut être beaucoup plus facile d'accès. Vous pourriez envoyer un DM et vous avez plus de chances que quelqu'un vous réponde et que cette personne-là soit au niveau de la chaîne d'opération un peu plus élevé ou a assez un meilleur accès à la direction. Donc, on peut vous aider pour cette collaboration-là. Ou est-ce que vous allez parler à des grandes entreprises? Si vous allez parler à des grandes entreprises aussi, ce n'est pas tous les réseaux sociaux qui se valent. Donc, quand on parle grande entreprise, je vous dirais par exemple, LinkedIn est une meilleure plateforme. Si vous allez sur LinkedIn, il faut aussi bien sélectionner quelle personne qui travaille dans quel département. Donc, généralement, est-ce que votre projet touche, par exemple, au secteur de production? Est-ce que ici, votre partenariat va plus toucher avec les communications? Et essayez de trouver quelqu'un qui, dans le management, moi, j'ai tendance à dire qu'il n'est pas trop haut, pas trop bas. Vous voulez généralement chercher un manager. Vous voulez un coordonnateur de projet, quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, le manager ou le coordonnateur de projet n'est pas le VP ou le président, c'est-à-dire qu'il y a généralement énormément de sollicitations et a d'autres priorités, mais un coordonnateur, un agent principal ou encore un manager ont plus de flexibilité, c'est-à-dire ils peuvent avoir un peu plus de temps, peuvent prêter plus attention à des emails, même de style promotionnel, et peuvent peut-être regarder un peu plus intensivement leur LinkedIn.
LinkedIn, ou vous pouvez décider de passer par la case ressources humaines et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment toujours très important de faire votre analyse. Même le choix des plateformes est déterminé par la sélection de l'entreprise ou des entreprises avec qui vous voulez faire affaire. Enfin, vous pouvez aussi faire de la sélection par les valeurs et missions. C'est d'autant plus important parce qu'on a récemment beaucoup de conversations par rapport à l'économie sociale et solidaire. Et si vous évoluez dans l'écosystème des entreprises d'économie sociale et solidaire, les valeurs sont très importantes dans la consolidation de partenariats. Donc, si vous voulez faire affaire, prenons dans le cas des OBNL, vous allez généralement chercher des OBNL qui ont des missions complémentaires à la vôtre ou des missions qui s'alignent. Par exemple, un AFO, l'Assemblée de la francophonie ontarienne, faire un partenariat avec le MIFO fait complètement du sens parce que c'est deux entreprises qui travaillent foncièrement pour la compagnie, pour la communauté francophone en Ontario et produisent des services qui sont dans le même sens. Par exemple, si le Paro Center faisait un partenariat avec la Société économique de l'Ontario ou encore le RD Canada, ça fait aussi du sens parce que tous deux, ce sont des écosystèmes où on apporte des outils aux entrepreneurs qui sont dans la francophonie et on travaille intrinsèquement dans ce cadre-là. De la même chose, la SEO, la Société économique de l'Ontario, peut faire une collaboration avec l'Assemblée de la francophonie ontarienne, même si en général, ils ne desservent pas exactement le même public, ça reste quand même qu'ils se touchent au niveau de leurs valeurs. C'est-à-dire les deux ont à cœur la dualité linguistique, la valorisation des communautés francophones, le développement de nos communautés, de nos partenariats au travers de la création de liens communautaires et ainsi de suite. Donc, par exemple, parce que leurs missions s'emboîtent, même si ce n'est pas exactement le même public cible, les deux peuvent collaborer ensemble et ça fait du sens. Donc, vous aussi, dans votre processus de sélection de l'entreprise, avant d'aller dire on collabore bien, ben, faites aussi ce processus de raffinement-là. Et enfin, pour donner un dernier cadeau, toujours dans l'identification de vos critères de sélection, vous pouvez choisir peut-être l'engagement communautaire. Ici, ça va être de privilégier les entreprises qui sont impliquées peut-être dans votre communauté. Ici, disons que vous êtes une petite entreprise qui travaillait beaucoup, disons, dans l'ébénisterie locale. Donc, ça, c'est vraiment votre rapport. C'est-à-dire, vous faites, par exemple, du recyclage des produits de bois de la communauté et vous les redonnez une nouvelle vie. Vous pourriez, par exemple, aller voir un marchand de grande surface qui essaye d'avoir un impact un peu plus vert ou qui essaye de se donner cette image. On veut être un peu plus communautaire, on est là pour lier des liens. Et vous pouvez leur proposer, c'est que nous, on est très engagés dans notre communauté et vous, vous avez la visibilité. Pourquoi pas on s'unit et moi, je vous apporte vraiment cette crédibilité vers sociale et vous, vous m'apportez vraiment cette vue d'ensemble sur mon travail, sur ma cause et sur mon identité. Ça peut être aussi un critère de sélection selon vous et c'est un partenariat bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Un reçoit vraiment cet aspect qu'on n'est pas que dans le profit, on est aussi là pour aider les gens et vous, vous avez touché une plus grande audience. Ça peut être aussi des partenariats intéressants. Donc, toujours dans l'avant-collaboration, par la suite, recherchez activement les réseaux sociaux de l'entreprise. C'est-à-dire, vous connaissez vos objectifs, vous avez défini vos critères de sélection, donc vous avez réduit votre pool et vous avez fait peut-être votre échantillonnage. Maintenant, vous allez un petit peu, pardonnez mon anglicisme, stalker un petit peu les réseaux sociaux de l'entreprise ou des entreprises de votre choix. Ici, vous pouvez utiliser des mots-clés pour entrer en contact avec des personnes précises au sein de l'entreprise. C'est généralement beaucoup plus facile d'utiliser des plateformes comme LinkedIn, comme je l'ai dit précédemment, pour faire ce type de recherche. Vous pouvez aussi faire aussi des recherches sur Twitter. Par exemple, si vous souhaitez faire de la collaboration plus avec des entreprises qui sont du côté médiatique ou des communications et du marketing, c'est beaucoup plus intéressant d'aller toucher des plateformes comme Twitter parce que là-bas, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de communication et d'échanges. Et Facebook aussi est un très bon outil, notamment grâce aux groupes Facebook qui existent. Il existe des groupes pour entrepreneurs. Donc, ça peut être vraiment de très beaux hubs pour trouver des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité ou peut-être même trouver juste des personnes qui travaillent dans l'entreprise de votre choix qui interagissent beaucoup dans des groupes spécifiques. Donc, ça peut être un très bon moyen. Mais si vous voulez faire une recherche at large, vous pouvez utiliser simplement des mots-clés dans les moteurs de recherche qui sont liés à vos objectifs spécifiques. Ça vous permettrait peut-être aussi de faire du raffinage pour trouver des entreprises qui ont à cœur ces valeurs-là et aller essayer de trouver leurs réseaux sociaux.
Toujours dans le cadre de l'avant-collaboration, le petit travail que vous devez faire, c'est maintenant l'analyse et l'évaluation. Donc, une fois que vous avez identifié les entreprises potentielles ou en tout cas les points de contact dans ces entreprises-là, il est temps de les analyser de manière approfondie. Donc, avant d'aller s'asseoir et d'écrire un petit message LinkedIn à quelqu'un, c'est généralement bien de faire une analyse approfondie de sa plateforme. Et je vais faire un petit quote d'un livre que j'ai beaucoup aimé euh, de Simon Sinek, c'est Everything Starts with Why, tout commence avec pourquoi, qui parlait beaucoup d'une analyse complète faite auprès de plein d'entrepreneurs de haut calibre. Et une des choses en particulier que une partie du livre explique, c'est dans le développement de partenariats et surtout comment aller chercher des communications avec des grosses entreprises ou des gros chefs. Il explique que l'un des moyens pour le faire, c'est de toucher des points qui ne sont même pas en rapport avec l'aspect professionnel. Je vous explique. Disons que vous avez le courage et que vous voulez parler au CEO d'une boîte de votre choix pour essayer de créer la collaboration. Vous n'êtes pas passé par le directeur des ressources humaines ou le manager. Dites-vous, un CEO en moyenne peut recevoir facilement 20 à 30 demandes de partenariat à différents niveaux, d'entreprises qui sont au même niveau qu'eux, plus haut qu'eux et en dessous d'eux. Donc, quelles sont les chances pour qu'ils lisent votre message? Peut-être c'est de vouloir commencer une discussion sur quelque chose qui n'a absolument pas rapport avec le business. C'est peut-être de vous dire, après analyse de ces plateformes, vous avez remarqué qu'il est très intéressé par la pêche. La pêche n'est peut-être pas le point de votre rencontre, mais peut-être essayer de communiquer avec lui par rapport à son hobby. J'ai remarqué que vous aimez tel article de pêche. C'est très intéressant. Voici un autre événement qui se passe dans la communauté par rapport à la pêche qui serait très intéressant. Pour lui, ça sort hors du commun, mais vu que c'est au travers des réseaux sociaux et surtout, dépendamment bien sûr de la plateforme que vous choisissez, c'est très light et très fun. Donc, ça lui dit déjà, OK, la personne pique mon intérêt, j'aimerais apprendre à connaître, surtout qu'elle me parle sur l'aspect d'un hobby et pas forcément l'aspect professionnel. Donc, vous avez réussi à capter son attention sur ça. Ça ne va pas se faire au bout du deuxième ou troisième échange. C'est que vous allez essayer de nourrir une certaine proximité avec cette personne-là et d'être très précis à chaque fois que vous leur parlez. Sachez que plus une personne est occupée, moins elle a le temps de peu de chit-chat. C'est-à-dire, même si vous voulez l'approcher de manière très douce, venez avec des choses précises et concrètes pour qu'elle puisse répondre vraiment en une phrase, deux, trois phrases. Et lorsque vraiment cette relation de une phrase, deux phrases sera établie, elle va commencer à s'intéresser à vous. C'est juste une réaction naturelle en tant qu'être humain. Quand vous m'avez donné toute l'attention que je mérite, maintenant je suis ouverte à vous écouter et je suis plus prompte même à vous aider, croyant que c'est très naturel, cet instinct-là, mais en réalité, ce ne l'est pas du tout. Vous avez fait un travail sur moi. Et ça peut être comme ça que vous pouvez débuter un petit peu votre collaboration avec cette personne. Euh, c'est une stratégie que vous pouvez opter pour vraiment évaluer et peut-être rentrer en contact avec cette entreprise-là. Mais il y a aussi un bon moyen, toujours dans l'analyse et l'évaluation, pour toujours vous assurer si vraiment cette entreprise correspond à votre objectif. Vous pouvez explorer leur site Internet, apprendre un peu plus de leur histoire, évaluer vraiment si l'ensemble des critères de sélection que vous avez préétablis ont été remplis. Cette étape vraiment vous permettra de sélectionner l'entreprise qui est le mieux alignée à votre objectif ou à votre marque, mais aussi à déterminer est-ce que je veux collaborer avec des personnes qui ont telle culture d'entreprise si, disons, que j'ai parlé à tel employé et il ne semble pas vraiment être très intéressé par son travail ou tout simplement, il m'explique que l'entreprise dit beaucoup de belles choses, mais en pratique, ça ne vaut pas la peine. Donc, avant, nous sommes arrivés un petit peu au terme de l'avant-collaboration. Ici, c'est la partie fun. C'est que vous avez fait votre travail, vous avez fait votre recherche, vous avez vu l'entreprise de votre choix, vous avez déjà rentré en contact avec un point au sein de l'entreprise et on est déjà un petit peu à la phase où on veut rentrer un petit peu dans la négociation. Et ici, c'est de développer un peu cette stratégie de collaboration. J'ai parlé interprovincial, mais ça peut être juste entre vous aussi à l'échelle locale. Je trouve que c'est aussi important à mettre en avant de savoir comment c'est quoi les points à prendre en considération un petit peu lorsqu'on va établir ces stratégies. La première chose, c'est la création d'une proposition de valeur. Ici, la proposition de valeur, c'est globalement le document que vous allez envoyer pour essayer de mettre sur la glace un petit peu l'ensemble des points que vous avez peut-être discutés avec le point de contact de manière informelle. Ici, la première chose, ça va être dans votre document d'établir l'introduction ou le contexte.
Dans cette introduction au contexte, qui est généralement la proposition de valeur, juste pour vous donner une idée, c'est un document, donc c'est quelque chose papier, quelque chose d'écrit pour s'assurer vraiment que toutes les parties sont en adéquation et pas toujours de rester dans l'informel. Parce que je sais, si vous faites de la collaboration, beaucoup entre entreprises locales ou entre entreprises, jeunes entrepreneurs, c'est très facile de se dire, OK, oui, on se check de la main, on s'est compris. Non, avoir un papier bien écrit, ça permet toujours d'éviter les confusions ou les préétablis ou assumer que la personne a compris quelque chose. Donc, dans votre document, vous commencez toujours par une introduction et un contexte. Ici, brève présentation de votre organisation, de ses valeurs, de son objectif. Vous expliquez comment vous avez identifié l'entreprise de X que vous avez choisie comme partenaire potentiel en raison de sa contribution significative pour le secteur de marché que vous voulez toucher. Par la suite, vous montrez un petit peu dans le document comment votre entreprise, comment vos objectifs personnels s'alignent aux objectifs de cette entreprise-là. Expliquez en fait comment la collaboration peut renforcer vos missions respectives ou apporter une plus-value à chacun de vos publics cibles. Faites-le ressortir un petit peu dans le document pour la proposition de valeur. Puis maintenant, on va rentrer dans la proposition proprement dite. Ici, vous allez décrire dans un autre paragraphe brièvement et spécifiquement ce que votre entreprise peut apporter à l'autre, mais aussi l'ensemble des choses qui vont rentrer dans ce partenariat. Est-ce que ici, ça va être un partenariat par rapport à l'expertise particulière, les ressources, un accès à un réseau? Soulignez aussi souvent comment cette collaboration peut aider l'autre entreprise à atteindre ses propres objectifs de croissance ou son impact. Ensuite, parler des avantages réciproques. Ici, mettez de l'avant les avantages qu'obtiendra votre organisation grâce à cette collaboration. Cela peut inclure l'élargissement d'une portée, c'est-à-dire est-ce qu'on va toucher plus de marchés, une opportunité d'apprentissage, un renforcement de la réputation, ainsi de suite. Par la suite, présenter le projet proprement dit. Si vous essayez d'avoir une collaboration avec une autre entreprise, généralement, c'est mieux de venir avec quelque chose de concret. Parce que la collaboration, euh, même si vous avez des objectifs sur le long terme, c'est bien de commencer toujours par quelque chose en particulier. Est-ce qu'on va d'abord commencer pour une campagne publicitaire? Ou est-ce qu'on va commencer par rapport à, je ne sais pas moi, votre organisation ou votre entreprise va lancer une nouvelle gamme de t-shirts pour les enfants et vous voulez collaborer peut-être avec tel art ou studio local avec lequel ils ont des designs intéressants qui peuvent plaire aux jeunes mamans. Donc, vous leur expliquez que, hey, dans le cadre du lancement de notre nouvelle campagne de t-shirts pour les bébés, on voudrait collaborer avec vous pour que vos artistes puissent concevoir certaines pièces en collaboration avec nous. Voilà à quoi ça va se ressembler. Voici à quoi les détails à l'intérieur. Par la suite, parler des mécanismes de votre collaboration. Ici, précisez comment vous envisagez de collaborer avec l'entreprise et ainsi de suite. Un peu proche du projet à proprement parler, mais ici, vous rentrez un petit peu plus dans les détails. C'est-à-dire, le projet, c'est le lancement d'une campagne collaborative de t-shirts. Les détails, c'est la production de 5, je sais pas moi, 5 ou 10 modèles originaux qui vont être liés et la campagne va se passer au travers des réseaux sociaux, c'est-à-dire on va publier sur votre page, on va publier sur notre page, mais aussi on va essayer de faire mettre dans notre infographie, ainsi de suite et ainsi de suite. À la fin, parlez des mesures de succès. Vous ne voulez pas faire une collaboration qui n'est pas mesurable, que ce soit sur le temps ou sur une atteinte d'objectifs. Cela peut inclure différents indicateurs comme est-ce que c'était l'augmentation de visibilité, mais les mesures de succès sont toujours intrinsèquement liées à vos objectifs en haut. Est-ce que ça va être la croissance de votre public cible? Est-ce que ça va être sur les retours positifs? Est-ce que ça va être sur les objectifs de vente? Et ainsi de suite. Et à la fin de votre document, précisez un petit peu que vous êtes ouvert et flexible à modifier certaines choses, ou peut-être que vous êtes un peu plus flexible par rapport aux deadlines, pardon si je fais toujours de mes anglicismes, aux échéanciers de production et ainsi de suite. Toujours, comme toute bonne lettre, précisez vos contacts, c'est-à-dire comment vous voulez contacter et échanger, exprimer votre enthousiasme à l'issue de discuter plus en détail de la collaboration et bien sûr clôturer par une formule de politesse. Donc ici, ça, c'est un petit peu le document que vous allez présenter à la compagnie avec laquelle vous souhaitez faire affaire et quelques étapes à prendre en considération là, vraiment dans la création de votre proposition de valeur lorsque vous allez discuter avec eux.
grâce aux réseaux sociaux, vous avez pu facilement rentrer en contact, établir une relation informelle, mais vraiment la conception de ces propositions de valeur-là vous permet de passer de cet aspect assez informel à quelque chose de beaucoup plus structuré, que là, peut-être la direction pourra voir, évaluer, vous revenir avec des ajustements pour arriver à un projet concret qui pourra aller de l'avant. Maintenant, on va passer à la planification de votre collaboration. On va dire que votre lettre a été favorable, les gens ont aimé, ils ont adoré, la direction est complètement gaga et elle est prête à poursuivre de l'avant cet échange avec vous. Donc, lorsque vous planifiez votre collaboration, c'est toujours bien de revenir sur les objectifs du partenariat. Pas que vos objectifs personnels que vous avez établis, mais c'est qu'au fur et à mesure que vous avez discuté lors de la création de la proposition de valeur et de son acceptation et des objectifs globaux. Et c'est toujours bien de revenir sur la table et de déterminer, OK, c'est quoi les attentes de l'un et de l'autre. Ici, vraiment, le but est de s'assurer que chaque partie est consciente des résultats attendus de chacun dans le cadre de cette entente-là. Par la suite, c'est l'affectation des rôles et responsabilités pour chaque partie impliquée dans la collaboration. À savoir, qu'est-ce que globalement l'entreprise X doit faire? Si je reviens toujours sur l'exemple de l'entreprise de T-shirt qui va contacter l'entreprise de le art studio d'à côté, c'est d'aller les voir et de se dire, nous, qu'est-ce que nous devons faire? On a peut-être en charge de sourcer le matériel, de faire rapport avec les entreprises qui vont fournir le coton, de faire une conversation avec les distributeurs. Eux, de leur côté, doivent fournir les artistes, le matériel de production, s'assurer que l'encre fonctionne bien et ainsi de suite. Vraiment s'assurer que tout le monde sait ce qu'il doit faire et parler aussi en termes de communication. Le but aussi de cet atelier, c'est de parler de communication et c'est de venir sur la table de dire qui est censé communiquer sur quoi. Est-ce que c'est moi qui vais uniquement faire la publicité des produits et je vais vous taguer et vous avez juste une responsabilité de republier? Ou est-ce que conjointement, on va travailler à la production de contenu ensemble, que ce soit pour nos réseaux sociaux, pour Internet ou pour nos différentes plateformes, où chacun a un petit peu la liberté de créer le visuel ou le packaging autour de cette collaboration comme il le souhaite. Juste l'important est de se taguer les uns et les autres. Et souvent, on prend certains points pour acquis, mais ça reste très important parce que la communication et le marketing ont un coût dans tout aspect collaboratif, que ce soit dans le cadre des OBNL ou des entreprises. Par la suite, c'est mesurer régulièrement les progrès au travers des rapports. Je sais ici qu'on est pour la plupart des jeunes entrepreneurs, moyennant si j'ai tort et que certains d'entre vous sont déjà peut-être dans l'entreprise depuis assez longtemps, c'est de peut-être de revenir sur la table et de dire, OK, on va affecter un certain groupe de personnes à ce projet qui vont essayer de suivre au fur et à mesure les avancées. Est-ce qu'on respecte toujours nos objectifs? Est-ce que les délais ont été faits? Est-ce qu'il y a quelques ajustements à faire au fur et à mesure? Donc, ça, c'est très important. Et peut-être la quatrième étape que je trouve qui est toujours important à rappeler, c'est qu'il faut être ouvert aux ajustements pour maximiser la réussite de la collaboration. On peut venir avec un plan, les meilleures idées, mais le retour client, l'expérience, les difficultés sur le terrain peut faire qu'il y a certains couacs à améliorer. Peut-être que l'entreprise X n'était pas la mieux adaptée pour apporter ce service-là et vous et votre service et votre entreprise avez les meilleurs outils à avoir. C'est quand même cette ouverture à la flexibilité, aux ajustements qu'il est important de mettre en avant. Je vois qu'on a une question dans le chat. My apologies, I have to leave to attend a hope to record. Yes. Oui, vous allez avoir le recording de la présentation. Sans souci. Continuons. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu de la planification, de la collaboration, parlons à la production du contenu. Il y a beaucoup de points que j'ai touchés précédemment, mais que je souhaite un petit peu rentrer et développer un peu plus en détail. La première étape, c'est définir le contenu à créer. Donc ici, c'est identifier le type de contenu que vous souhaitez produire, comme je l'ai dit précédemment. Est-ce qu'on va faire des articles de blog pour assurer la promotion de ce nouveau produit, de cette nouvelle campagne, ainsi de suite? Est-ce que nous allons faire des webinaires, des podcasts, des livres électroniques et ainsi de suite? C'est vraiment de déterminer d'abord c'est quoi l'étendue des tâches à faire au niveau de la communication de ce partenariat-là, ou ça peut être partie intégrante de la collaboration qui était peut-être juste axée sur de la visibilité réseaux sociaux et de la coproduction de contenu.
Par la suite, c'est la co-création de ce contenu-là. Ici, vous allez collaborer étroitement avec votre partenaire pour créer le contenu autour. Cela peut inclure les réunions de brainstorming, la rédaction conjointe en fait de la trame narrative ou des mots-clés à inclure durant la campagne, la création d'éléments visuels, c'est-à-dire c'est quoi les visuels qui vont entourer cette collaboration et ça peut être aussi l'édition collaborative. Est-ce qu'il y aura forcément un suivi de vous deux sur le editing de comment l'information ou le contenu est présenté? Par la suite, c'est répartissez les tâches, comme je l'ai dit. C'est clarifier qui fait quoi dès le début de la collaboration. Qui sera responsable de la rédaction, qui sera responsable de la conception, qui sera responsable de la promotion. On parle aussi de la publicité. Qui va supporter les coûts publicitaires? Est-ce que c'est un coût, est-ce que c'est conjointement que ces coûts vont être divisés ou est-ce que c'est un groupe qui va apporter ça sur la table et peut-être ça sera une plus grosse partie de la collaboration? À vous de savoir. Par la suite, c'est assurer de la cohérence de la voix. Ici, quand on parle de la voix, ou en anglais, vous entendez assez entendre tone of voice, c'est beaucoup, c'est quoi un petit peu le ton qu'on veut donner à cette campagne-là? Ou c'est quoi le style de communication qu'on veut aborder? Un exemple concret que moi j'adore donner généralement, c'est, et que j'ai trouvé fantastique, c'est il y a une entreprise, je crois, comptable à Gatineau, qui, elle, son ton de communication sur les réseaux sociaux, c'est l'humour. Eux, pour vous apprendre quelque chose sur les finances, ils le font au travers de sketchs drôles et grotesques pour des termes et des terminologies assez complexes. Donc, si vous allez faire affaire avec une entreprise comme ça, et que vous avez un ton peut-être un peu plus strict. Dans le cadre précis de ce projet-là, est-ce que vous voudriez prendre l'aspect humoristique de cette entreprise comptable-là et qu'autour de cette campagne, il y a un ton assez léger, assez fun pour peut-être parler de sujets assez difficiles? Ou est-ce que vous préférez qu'on ramène un peu plus à votre côté, qui est un aspect plus corporatif, plus structuré, plus mieux embelli, et ainsi de suite? Ça, c'est quelques points à prendre en considération lorsqu'on parle aussi de la cohérence de la voix. Parce que vous ne voulez pas que si chacun produit du contenu de son côté, que un qui préfère un ton beaucoup plus carré, beaucoup plus neutre, se retrouve à voir que le contenu de la collaboration soit différent. Ça embrouille le public, ça ne les aide pas. Vraiment se consolider pour savoir c'est quoi qu'on veut comme ton, comme perception, comme reflet de notre compagne au fur et à mesure. Par la suite, faites preuve de créativité. Donc, ici, moi, j'encourage la créativité et l'innovation dans le processus de création de contenu. Souvent, les idées nouvelles et originales peuvent être particulièrement captivantes pour votre audience et faire un petit peu que de cette collaboration ou des produits finaux de la collaboration, on a quelque chose d'assez intéressant et diversifié. Par la suite, respectez les délais et les échéanciers. Les délais et les échéanciers, c'est la bête noire de tout travaux collaboratif ou même avec des entreprises. Tout simplement parce que on ne peut pas tout planifier. Il y a plein de choses qui viennent au milieu, qui peuvent nous déstabiliser, qui peuvent nous backtrack. Mais l'objectif, c'est toujours d'avoir au moins établi un calendrier de production et de s'assurer de le respecter au mieux de notre potentialité. Vraiment, la ponctualité est très importante à maintenir, surtout lorsqu'on fait affaire avec une autre entreprise pour s'assurer qu'il y a une collaboration harmonieuse. Mais si on n'est pas capable de respecter les délais, c'est toujours cet aspect de communication de dire on ne sera pas capable de livrer à tel moment compte tenu de tel, voici une amélioration ou voici ce qui va être présenté en échange et ainsi de suite. Par la suite, on va parler de la prévoyer des ressources. Ici, vraiment, assurez-vous que vous disposez de toutes les ressources nécessaires que vous avez discutées, telles que les logiciels qui doivent être utilisés durant le temps de votre campagne ou durant le temps de la collaboration, les ressources humaines, qui va les fournir? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est eux? C'est aussi des choses à établir dans le travail de la proposition de valeur et du partage des responsabilités. Parce que souvent, ce sont des choses qui peuvent créer des conflits. Et enfin, revoyez et améliorer. Donc, après la publication de votre contenu, c'est toujours important d'examiner les performances. Ici, moi, je me focalise, vous aurez remarqué beaucoup, de la collaboration qui aura beaucoup plus une portée communicationnelle sur les réseaux sociaux. Donc ici, l'avantage des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok ont tous des algorithmes statistiques que vous pouvez aller voir pour savoir la portée,
les impressions. Les impressions ici, c'est combien de personnes ont interagi avec votre post, que ce soit voir, liker, repartager ou juste passer un peu de temps sur la plateforme, voir un petit peu le contenu un peu plus souvent. Est-ce que on va parler ici du nombre d'abonnés, des taux de conversion et ainsi de suite. Et les plateformes font un bon travail à segmenter un petit peu pour voir s'il y a des avantages ou pas. Peut-être votre campagne ou votre collaboration portait sur un échange de visibilité pour accroître la portée de chaque entreprise. Donc là, vous pourrez regarder peut-être les statistiques au niveau de est-ce que vous avez une clientèle qui vient d'ailleurs, qui est assez forte ou qui a augmenté légèrement avant le début de la campagne, ainsi de suite. À ce niveau-là, je mettrai une parenthèse en disant un avantage pour vous, c'est d'avoir un rapport réseaux sociaux avant le début de la collaboration et après pour voir vraiment l'évolution et si ça a été bénéfique et si vous voulez continuer ou pas. Et enfin, communiquer et partager. Et si partagez le contenu que vous avez créé avec votre partenaire, encouragez-les à faire de même, maximisez la portée en utilisant les réseaux, en utilisant vos réseaux, vos audiences, vous pouvez repartager à des cercles d'amis, ainsi de suite, pour vraiment accroître la visibilité par rapport au contenu qui a été produit. Et enfin, la quatrième étape ici, c'est bien sûr la mesure de réussite de la collaboration à la fin du travail effectué. Mais avant qu'on touche vraiment à ça, c'est vrai que je parle beaucoup, je parle vite. J'aimerais juste savoir, est-ce que c'est correct pour tout le monde? Est-ce que vous avez des points que vous voudriez qu'on aborde rapidement? Ça va, hein, vous parlez bien, tout va bien? Moi, OK, je suis bien. moi Moi, je j'aime suis ça, bien. il n'y a C'est pas de très problème. intéressant. Il y a beaucoup dans peu de temps, donc c'est magnifique. Merci. Oui, je suis Merci. vraiment, ne vous en faites pas, la présentation est enregistrée, vous aurez accès encore à ces données à la fin de la Oui, présentation. c'est bien. J'essaye toujours d'être reconnaissante du temps qui nous a imparti. Aussi, je respecte ton temps, Sandra, et je vais passer un peu à la partie très intéressante que moi je trouve, qui est toujours l'étude de cas, parce que l'étude de cas permet d'avoir une vraie vision de qu'est-ce que j'ai parlé assez théoriquement en classe pendant longtemps. Donc, dans la dernière étape ici, la mesure de réussite, c'est que une fois le projet terminé, il faut toujours évaluer la collaboration qu'on a fait ensemble. Ici, c'est de discuter avec vos partenaires de ce qui a bien fonctionné et des domaines à améliorer pour les collaborations futures. Pour évaluer l'efficacité de la collaboration, vous pourrez regarder différents indicateurs. Ici, ça peut être aussi bien l'aspect numérique, l'engagement des publications, les nouvelles audiences, les ventes, les taux de participation aux événements et bien d'autres. Mais ça peut être aussi un aspect réel. Comment vous vous êtes senti dans vos échanges? Est-ce qu'il y avait une bonne communication? Est-ce que vous trouvez que chaque partie a répondu aux attentes qu'ils avaient, qu'ils devaient faire? Est-ce que les échéanciers ont été respectés? Et s'ils n'ont pas été respectés, est-ce qu'il y avait une communication, ainsi de suite? Donc oui, c'est bien de toujours évaluer sur un aspect de résultat, mais souvent aussi, c'est bien d'évaluer par rapport, est-ce que vous avez aimé vous-même l'expérience que vous avez eue? Parce que ça, c'est vraiment important. Donc, si vous voulez avoir une idée d'une évaluation des performances d'une collaboration sur un aspect un peu plus analytique, donc ici un peu plus numérique, chiffré et autres, j'ai présenté un petit peu, j'ai préparé quelques outils qui existent sur le marché qui peuvent être vraiment intéressants pour évaluer des campagnes ou pour évaluer la possibilité les performances de certaines compagnies classiques. Donc, je vais essayer de brièvement parler de chacune de ces plateformes. La première que je vous présente, c'est Google Analytics. Donc, Google Analytics, c'est l'un des outils de suivi de sites web les plus utilisés dans le monde. Donc, il fournit des informations détaillées sur les trafics sur votre site Internet, le taux de conversion, le comportement des utilisateurs quand ils viennent sur votre plateforme et autres. Ici, ça peut être très utile comme combien de personnes ont visité peut-être la page de votre campagne ou la page de votre événement que vous avez mis en place dans le cadre de cette collaboration-là. Ou peut-être combien de personnes ont acheté sur votre site, si on revient toujours à la collaboration entre le magasin qui fait des t-shirts pour bébés qui demande à la collaboration avec le magasin d'artistes, combien de personnes ont visité et combien de temps est-ce qu'ils ont passé sur certains produits pour connaître les produits phares, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a peut-être des visuels qui ont vraiment plus frappé à l'œil et autres. Et souvent, Google Analytics est très intéressant pour avoir cet aspect-là. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus global, toujours offert par Google, on a le Google Search Console. Donc, le Google Search Console, c'est une plateforme qui vous permet de surveiller la manière dont Google va
indexer, ça c'est très technique. Donc, suivez-moi. Indexer, c'est un peu comme référencer votre site Internet ou toute recherche qui sont faites sur la plateforme par rapport à votre site ou votre contenu. Donc, la console Google, je vous dirais, si vous pouvez avoir un expert dans votre collaboration qui est capable de lire, utilisez-le. Je veux pas, c'est difficile pour moi de vous apprendre comment utiliser cette console-là maintenant. Je crois que je l'ai appris dans la formation que j'ai donnée sur le référencement. C'est peut-être encore disponible dans la répertoire Zoom du Paro, donc vous pourrez aller le voir. Là-bas, j'ai passé un peu plus de temps à expliquer comment le Google Console fonctionne, mais si on s'y connaît pas, c'est toujours bien d'avoir un expert qui va nous aider à naviguer et autres. Ça nous permet vraiment ici de répondre à des problèmes global lorsqu'il s'agit de comment les gens recherchent notre site. Qu'est-ce qui est plus performant? Quels sont, par exemple, des mots-clés que l'on a établis dans cette campagne qui ont mieux fonctionné ou pas fonctionné? Et intrinsèquement, c'est souvent bien, surtout si vous aviez un aspect publicitaire dans votre campagne de collaboration qui peut fonctionner. Donc ça, c'est un peu plus technique, mais si vous avez du temps et que vous voulez vous amuser, allez checker le Google Search Console. Et pour toute personne qui, dans ce chat, a un site Internet, je suis sûre que aisément, vous avez accès à ça. Donc, je vais toujours continuer. Par la suite, vous avez Facebook Insight. Et je mets Facebook Insight, ça peut être Twitter Insight. Donc, toutes les plateformes sociales ont un hub qui vous permet d'avoir des données statistiques. Donc, dans le cas de Facebook, ici, les insights vous offrent des informations sur la portée des publications, l'engagement du public, la croissance des pages et d'autres données statistiques un peu plus complètes que vous pouvez voir. Maintenant, on a d'autres outils que vous avez peut-être déjà vus, mais que vous utilisez un petit peu moins, et qui est toujours dans l'aspect du marketing. Donc, on a HubSpot, qui est une plateforme de marketing d'automation qui propose des outils de suivi des performances et qui aide aussi avec la gestion de contenu sur les réseaux sociaux, le marketing de courriel et qui font aussi beaucoup d'analyses détaillées. Je vous invite à aller le voir parce que c'est aussi bien intéressant pour les insights que ça l'est pour la gestion vraiment de médias sociaux at large. Et je parle par la suite, on a aussi Buffer. Ici, si vous gérez plusieurs comptes pour les médias sociaux, Buffer vous permet de programmer les publications à l'avance, mais aussi de suivre les performances sur les différentes plateformes en un seul endroit. Un peu comme HubSpot et Hootsuite, Buffer, c'est à peu près un compétiteur. Et enfin, le dernier qu'on connaît tous, c'est HotSuite. Donc, HotSuite aide vraiment pour la gestion de médias sociaux. Il permet de programmer les publications, mais aussi de suivre les performances. Et j'aime beaucoup Hootsuite parce que c'est vraiment très détaillé. Ils vont vraiment chercher des insights assez poussés sur l'ensemble de vos plateformes et peuvent même vous donner des rapports statistiques globaux et pas spécifiques à une seule plateforme. Par exemple, Facebook Insight va se limiter, par exemple, à Facebook et Instagram sur sa plateforme, alors que Hootsuite, vous pouvez avoir une infinité dépendamment du nombre de réseaux sociaux que vous avez connectés à votre compte. Mais sachez que Hootsuite, Buffer et HubSpot sont payants. Google Analytics, pas forcément, Google Search non plus, Facebook Insight, c'est beaucoup plus gratuit. Donc, c'est toujours important d'avoir cette notion-là. Et enfin, nous sommes arrivés au terme de ce que j'appelle la partie théorique. Et là, on peut parler de la partie plus pratique. Donc, j'ai passé l'heure précédente ou les 45 dernières minutes à vous parler un petit peu de beaucoup de notions. Mais est-ce qu'on pourrait parler de deux entreprises qui l'ont fait et qui n'ont pas été à l'échelle interprovinciale, mais à l'échelle locale? Et ça, je voulais vraiment le refaire et le mettre en avant dans cette présentation-là pour vous dire, certes, au départ, je vous ai parlé des commerces ou de la collaboration entre provinces, même au sein de notre communauté, on est capable de faire la différence et on est capable de s'aider. Donc, ici, je parle de deux entreprises. En 2018, la compagnie Muskoka Brewery, une entreprise de bière, qui est une brasserie artisanale basée en Ontario, a collaboré avec Kawartha Dairy, qui, elle, est une entreprise qui fait de la crème glacée qui est très connue dans la communauté à l'échelle locale en Ontario. C'est une entreprise laitière. Et ils ont collaboré ensemble pour créer
ce que vous voyez à l'écran qui était une bière au beurre. Donc, cette collaboration a été un succès auprès des amateurs de bière locale et a permis à ces deux entreprises de se faire connaître dans leurs régions respectives. Au départ, il faut savoir qu'en termes de visibilité, c'est l'entreprise Kawata Dairy qui a la visibilité dans la zone de Thunder Bay. Eux, ils sont connus pour ça. Et Muskoka Brewery elle est connue, mais pas tant que ça. Donc, ils vont chercher vraiment un petit peu la visibilité, le fait que le goût de la matière, ce goût laitier local qui est très connu pour accroître en visibilité, mais aussi offrir un produit unique qui peut être assez doux pour les différents amateurs de bière. Et ça a marché. Tellement bien qu'en 2019, les deux entreprises ont décidé de tenter l'aventure à nouveau pour créer une crème glacée inspirée du breuvage, mais aussi un nouveau cocktail de bière qui a des morceaux de chocolat blanc à l'intérieur. De ce que j'ai trouvé en termes de recherche, je ne bois pas de la bière, je n'ai jamais bu cette boisson-là, mais il paraît que la riche base de vanille et le tourbillon de magenta de framboise était assez incroyable. Jusqu'au point qu'ils ont dénommé cette deuxième concoction le Black Raspberry Thunder. Ici, on n'est pas là vraiment pour vous parler de à quel point la bière est excellente. Je n'ai pas goûté, je ne peux pas faire d'aspect statistique. Mais c'est pour montrer un petit peu l'impact de la portée. Juste pour vous dire un petit peu le message qui est ressorti, le président de la brasserie Muskoka, Todd Will, avait déclaré à l'époque que les stocks ont rapidement été épuisés et nous savions que nous voulions développer le partenariat à partir de là. Une IPA de type milkshake, IPA c'est un type de bière pour les amateurs assez connu, nous a semblé le plus indiqué. Le nom de la bière faisant référence à la crème glacée, donc le nom Black Raspberry Thunder faisait un clin d'œil à la crème glacée qui avait été déjà émise par la brasserie auparavant. Et pour moi, je trouvais ça très intéressant en termes de partenariat. Ici, rentrons un petit peu, faisons une analyse de leur collaboration et surtout de leur campagne de communication, mais on va se focaliser principalement sur Instagram. Un petit disclaimer, c'est que je ne suis pas dans l'entreprise, donc je n'ai pas les statistiques sur l'immensité de leur campagne et les hauts et les bas de la collaboration. Mais ayons un petit retour extérieur et voyons ensemble les bons coups et les mauvais coups de cette collaboration-là. Donc, juste pour vous donner un petit exemple de cas, est-ce que vous voyez le Instagram de Muskoka Brewery? Je vais juste m'assurer, New Share. Oui, oui, vous voyez, Share. Donc, vous voyez ceci. Donc, c'est l'Instagram de la compagnie de bière. Il faut savoir que le partenariat a eu lieu dans le passé et a quand même continué. Parce que le partenariat qu'ils ont eu avec l'entreprise laitière locale a continué jusqu'en 2021. Et ils ont produit au total 4 bières en collaboration. Pour vous dire le succès que cette campagne a obtenu et comment les résultats étaient tellement positifs qu'ils ont décidé quasiment chaque année de reproduire l'expérience ici. Donc, on me dit de me connecter, je ne vais pas forcément faire le travail, mais c'était pour vous montrer à quoi l'entreprise repasse. Donc, en termes de publication, leur première publication a commencé le 28 janvier 2019 pour faire la promotion de la deuxième bière. Donc, ça a été vraiment un petit teasing que l'entreprise a fait pour leur dire la nouvelle, le nouveau scoop arrive. Donc, on voit la petite imagerie, le petit monsieur de l'Ontario qui ressemble à quelqu'un du terroir qui mange sa bonne crème glacée. Et on a un rappel déjà à l'entreprise locale. Donc, ils font quand même ce fait qu'ils produisent le contenu et Kawata Dairy, de son côté, a été tagué. Une particularité que j'ai remarquée dans cette campagne, c'est que beaucoup du contenu en termes de publication a été produit par Muskoka Brewery et non par Kawata Dairy. La chose principale ici, je me dis, c'est que dans le cadre de cette collaboration-là, vu qu'elle avait été initiée par l'entreprise de bière, ces derniers ont pris la responsabilité, j'imagine, dans le cadre du partenariat, de faire plus de contenu. Ça ne veut pas dire que Kawata n'a pas fait des publications, mais c'était moins fréquent et c'était beaucoup plus lent. Et ça n'a pas eu le même impact. Par exemple, pour Muskoka, qui dans le cadre total de cette campagne a dû faire, je pense, à peu près 4 ou 5 publications sur leur page, Kawata Dairy en a fait 2 ou 3.
juste dans le cadre de cette promotion de cette bière en particulier. Pour les autres promotions, un peu plus tard, ils en ont fait une ou deux pour dire que définitivement, la collaboration était quand même à l'avantage de l'entreprise brassière. Par la suite, il y a eu une deuxième publication pour annoncer officiellement le partenariat qui a eu lieu le 1er février 2019. Donc ici, ça, c'était le premier post officiel. Est-ce que c'était le premier post officiel? Je ne suis pas sûre. Donc ça, c'était l'un des premiers posts officiels. Je ne pense pas que ça, c'était le premier post officiel, mais c'était l'un d'entre eux. Par la suite, il y a une deuxième publication qui s'est faite le 24 février. Ça, c'est la publication du 24 février, où l'entreprise de bière faisait ici la commercialisation encore de la bière qui a été faite en collaboration, mais le fait qu'elle rentrait dans les LCBO. Donc, on voit quand même qu'il y a eu du succès, qu'il y a eu de la vente, qu'il y a eu des transactions, ce qui a quand même amené à un deal avec LCBO, ce qui est quand même une grande fierté pour une entreprise brassière locale. La troisième publication qui a eu lieu dans le cadre de ce partenariat a eu lieu le 15 mars. Et je pense que c'était la dernière publication en fait qui a eu dans le cadre de cette campagne pour, on va dire, promotionnelle. Donc la promotion a duré environ un mois et il y a eu la création d'un hashtag qui était le Black Raspberry Thunder, qui est le nom de la bière, comme hashtag. Au terme un petit peu de l'exploitation de ce hashtag-là, il y a eu au total 447 posts, que ce soit aussi bien pour faire la promotion de la bière que pour faire la promotion de la crème glacée, parce qu'il y en avait qui allaient plutôt dans l'entreprise laitière et qui utilisaient le hashtag. Donc, comme je l'ai dit précédemment, chacun a fait une création de contenu distinct, mais essayait au maximum de taguer l'autre entreprise pour avoir cet échange de visibilité. La collaboration s'est poursuivie au total 4 fois avec la création de 4 saveurs de bière qui étaient faites toujours à base des produits laitiers de Kawarta. Et le partenariat s'est achevé en 2021. Et pour moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est un partenariat assez réussi où on voit que chacune des parties prenantes a eu en termes de visibilité, en termes d'échange, ils se sont appuyés. Et il ne faut pas oublier que Moscato Brewery a au total 71 000 abonnés sur sa page Instagram, alors que Kawaheta a moins de 10 000 abonnés. On voit qu'en termes d'échange de visibilité, Kawahata a énormément gagné de ce partenariat-là. Parce que j'imagine, en tant qu'entreprise laitière locale, eux, ils ont eu beaucoup de leur visibilité par rapport aux bouche à oreille. Et ils ne produisent pas forcément beaucoup. Pour une entreprise qui a quand même un compte depuis assez longtemps, je crois 2017-2018, 530 postes a l'air beaucoup, mais quand on n'est pas régulier, c'est pas tant que ça. Mais ça se voit quand même qu'il y a une équipe et que je remarque que depuis la pandémie, ils ont commencé à produire un peu plus de contenu pour attirer les personnes sur leur page et ainsi de suite. Donc, voilà l'aspect local d'une très bonne collaboration, je trouve, parce qu'elle a montré qu'elle a tellement fonctionné que sur un aspect intérieur, il y a eu une collaboration qui a perduré. On a un échange en termes de visibilité. Chacun connaît un petit peu ses rôles et responsabilités à l'intérieur. Cependant, si j'étais dans l'équipe de communication et que j'aurais pu apporter mon grain de sel dans cette campagne, il y a des choses qu'on aurait pu améliorer. Et parmi les choses à améliorer, voilà quelques points que j'aurais vus. Premièrement, il n'y a pas eu assez de publications autour des produits. Au total, certes, j'imagine que le bouche à oreille, les communiqués de presse sur le site Internet, qui sait, peut-être qu'ils ont fait une campagne publicitaire qu'on n'aurait pas vue, a peut-être influencé certains des résultats obtenus. Mais si on se base juste sur la page Instagram, il n'y a pas eu vraiment de publication. 3 publications pour faire la promotion du produit, pour moi, c'est assez insuffisant. Un cas simple, mon entreprise est en train de travailler sur un gros projet de rebranding pour le début de septembre. On parle en termes de production, on a des advertisements sur toutes les plateformes sociales, on a beaucoup de contenu qui va être produit sur nos réseaux sociaux, on a des communiqués, on a de la recherche avec la presse. Il semblerait que l'avantage de ces compagnies locales-là, c'est qu'elles ont quand même un fort public local qui les supporte et qui vont aller acheter pour vraiment investir dans leur communauté. Ça peut être aussi un point que vous utilisez, vous mettez en avant dans votre partenariat et les communications autour de ces derniers-là. Par la suite, il y a effectivement eu un gros usage du bouche à oreille et la commercialisation du produit sur LCBO qui ont vraiment aidé en termes d'assurer la visibilité du produit. Donc, le fait qu'une grosse enseigne comme LCBO vende apporte une certaine crédibilité et un fort bouche à oreille communautaire, on peut ne pas forcément avoir besoin d'un si gros investissement sur les réseaux sociaux. Mais cela apporte un autre problème. Ça apporte une forte dépendance à la clientèle physique parce qu'en 2018-2019, c'était une très
bonne catégorie. Mais lorsqu'on parle qu'en 2020, on a une pandémie, la compagnie brassière a été très smart. Ils produisaient déjà beaucoup de contenu. Là, ils en ont encore produit beaucoup plus pour animer par rapport à leurs autres produits et services. Donc, si vous n'avez peut-être pas la visibilité et l'équipe que a déjà Moscoka, peut-être que de ce côté-là, vous devriez avoir peut-être un effort un peu plus à faire sur le monde virtuel. Mais moi, j'apprécie toujours un aspect hybride, mélanger le virtuel à la réalité. Ils auront aussi pu repartager le contenu de la clientèle pour asseoir l'engagement communautaire. Quand même, on a eu 447 publications sous le hashtag Black Raspberry Thunder. Le fait qu'ils auraient pu capitaliser dessus, repartager le contenu de leurs différents abonnés sur le sujet, aurait vraiment apporté plus de visibilité à la campagne et qui sait peut-être obtenir de meilleurs résultats. Mais je ne connais pas les chiffres de vente. Peut-être qu'ils ont surpassé ce qu'on aurait pu. Et aussi, aurait pu faire un usage de la section dédiée à la vitrine pour faire la promotion de la campagne. Donc, si vous allez sur Instagram, vous remarquerez ici, vous avez une petite section vitrine. C'est souvent bien si vous avez, par exemple, des compagnes à long terme ou collaboratrices, de créer vraiment cette petite vitrine-là qui regroupera l'ensemble des stories que vous avez fait dans le cadre de votre campagne. Ce qui fait que même lorsque la campagne est passée, vous pouvez toujours capitaliser dessus grâce à la visibilité que les gens qui viendront explorer votre plateforme feraient. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je trouve que l'un comme l'autre ont raté et qui aurait pu être intéressant. Et aussi, je n'ai pas, au final, assez de données pour faire une analyse beaucoup plus posée. Mais voici quelques petites choses que j'aurais pu faire, mettre en place pour essayer d'améliorer leur campagne. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette belle présentation. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir. Si vous voulez qu'on partage, qu'on échange, je vais vous laisser le microphone ouvert. Mais moi, je pense que c'était un excellent webinaire. Et je trouve ça superbe que vous avez terminé avec Muskoka et Kawartha Lakes, parce qu'en fait, c'est deux régions qui se touchent. J'habite à Kawartha Lakes, Et tout en haut, et Muskoka, c'est juste au nord. Donc, c'est les deux magnifiques régions qui se sont, et les deux produits complètement différents qui se sont mariés. Alors, je trouve ça drôle que vous avez trouvé ça comme exemplaire, mais qu'est-ce que c'était fort! Et je reviens à votre phrase que tout le monde connaît, c'est le win-win. Et win-win, c'est la clé pour de tout. Quand on veut collaborer avec quelqu'un, il faut absolument que c'est win-win pour tout le monde. ouais. C'est important, ouais. Mais merci Ouais. beaucoup, ça me fait plaisir que je vois quelqu'un qui est de la région, ça c'était intéressant. Mais moi, je voulais vraiment le présenter parce que je trouve que c'est très beau, l'aspect local du partenariat. C'est très difficile de trouver des données sur les partenariats, surtout des petites entreprises. On en a beaucoup sur les grosses, là. J'aurais pu vous venir avec un Rihanna et Puma, mais je trouvais que c'était souvent un peu trop gros pour se représenter, nous, quand on est comme, qu'on commence ou qu'on est un peu plus petit. C'est souvent bien d'avoir des exemples qui sont très proches de nous. On peut s'inspirer, échanger et autres. Et je trouvais que c'était intéressant, c'était beau ce qu'ils ont fait. Peut mieux faire, comme je dis toujours. Il n'y a aucune campagne qui est parfaite, mais comme j'ai dit, je n'ai pas vu toutes les données statistiques. Je n'étais pas dans l'équipe de com pour regarder à quel point les résultats étaient incroyables, mais je suis sûre que si on arrive à 4 collaborations sur quasiment 3 ans, je pense que les résultats y étaient sur l'aspect Mais financier. même c'est excellent, même en un plus petit niveau, si on vend des petits t-shirts de bébés, d'aller dans un endroit, de collaborer avec eux, que nous avons tout ceci, est-ce qu'on peut collaborer avec vous? Enfin, le monde devrait tourner comme ça. C'est bien. Et moi, j'aime même, et là, j'ai parlé peut-être dans la création d'un bien, mais même dans la création d'un service. Par exemple, en 2021-2022, j'ai collaboré, mon entreprise a collaboré avec une autre entreprise de marketing digital qui est aussi détenue par une femme marketeur. Nous avons travaillé sur une masterclass complètement digitale. Et ça a tellement bien marché que la Société économique de l'Ontario a utilisé le contenu de cette masterclass-là pour son incubateur
pardon, pour son incubateur francophone. Et l'avantage que ça nous a vraiment apporté avec l'incubateur francophone, c'est qu'on a touché une plus grande audience, on avait le même contenu et en même temps, on avait cet aspect collaboratif qui était de se dire, lui, on est deux entreprises dans le même niveau. Lui, on touche à peu près la même clientèle cible, mais en même temps, on veut laisser ce choix et cette liberté et montrer aussi qu'on peut faire de très bons partenariats dans les services et ça peut être quelque chose de vraiment win-win pour tout le monde. Mm. J'adore cette phrase. Donc, Ouais. c'est bon, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Si vous souhaitez faire affaire avec nous, j'ai oublié un petit A à mon Gmail, mais c'est agencycrystal@gmail.com ou www.agencecrystal.com. Ça me ferait plaisir de discuter ou d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi nous contacter à tout moment. Et si vous avez quelconque besoin ou question, ça me fera toujours plaisir. Avec grand plaisir, Diana. Merci beaucoup. Je vais De arrêter rien. de recorder. Oui.